Derrière le voile, dans les coulisses de la commission Stasi, documentaire de Dorothée Thénault pour Public Sénat, qui dit à quel point le sujet des signes religieux à l'école posait question et à quel point il avait été pris au sérieux. 20 ans après, de nouvelles questions se posent. Lesquelles et pourquoi? Parlons-en avec nos invités. Jacques Grosperrin, bienvenue à vous. Sénateur LR du Doubs, vous êtes le rapporteur de la proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité. Proposition de loi déposée en avril dernier. Je précise que vous êtes vous-même professeur agrégé. Gwenaëlle Calves, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Cergy-Pontoise. Vous dirigez la formation Laïcité et principes de la République et vous avez publié ce livre, La laïcité aux éditions de La Découverte. Razika Adnani, bienvenue à vous. Vous êtes philosophe, islamologue. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, je vais en citer deux. Islam, quel problème? Les défis de la réforme. Et cet autre livre, Pour ne pas céder, texte et pensée, tous les deux publiés aux éditions Publisher. Yanis Roder, bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie depuis 25 ans en Seine-Saint-Denis. Vous dirigez l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et vous êtes l'auteur de ce livre, La jeunesse française, l'école et la République aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Et avant tout, je voudrais savoir ce que vous retenez du film que l'on vient de voir tous ensemble. C'est une archive historique, je le disais en introduction, qui a 20 ans. On a jugé nécessaire de le rediffuser aujourd'hui dans ce contexte de débat. Qu'est-ce qu'il vous a inspiré à vous, Jacques Grosperrin? Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir ce film et d'entendre les réflexions, les propos de l'époque? De le découvrir surtout, parce que je n'avais pas eu la chance de le voir, mais la prudence des politiques. Les propos de Jacques Chirac lorsqu'il dit il y aura peut-être une loi si une initiative parlementaire, il parle. Ce qui montre que depuis près de 20 ans déjà, nous sommes toujours un peu dans la même situation, avec une certaine fébrilité. C'est un sujet qui est hypersensible. Et il faut absolument arriver à, comme on dit, sortir la poussière sous le tapis, parce qu'il faut régler un problème, pas simplement de civilisation, mais un problème de société, en tout cas de laïcité en France. Razika Adnani, ça vous semblait indispensable de rediffuser ce film et vous le jugez utile, nécessaire? Oui, moi je découvre aussi ce documentaire, je le trouve très intéressant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les questions posées à ce moment-là sont les mêmes qu'on se pose aujourd'hui aussi. Comme si on est encore en 2003, les mêmes questions se posent. Et c'est ça la chose qui m'a le plus frappée. Yanis Roder, vous étiez déjà enseignant à l'époque. C'est pour ça que j'ai précisé que ça faisait 25 ans que vous étiez enseignant en Seine-Saint-Denis. Cette commission a eu lieu il y a 20 ans. Vous étiez jeune enseignant. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter ces propos? Est-ce que vous étiez effectivement confronté à ce sujet du voile à l'école? J'étais jeune enseignant et j'avais été auditionné par la commission Stasi. Et j'ai retrouvé, en regardant ce film que je découvrais, j'ai retrouvé des gens face à qui j'avais parlé, et notamment certains qui aujourd'hui ne sont plus là et que j'avais lus en tant que grand historien. Je pense à René Raymond, par exemple. Et donc, voilà, c'est avec une certaine émotion aussi que j'ai regardé ce documentaire. Et ce qui m'a frappé, pour répondre à votre question, c'est qu'on sent au fil du documentaire l'évolution au sein de la commission, où on sent qu'il y a des gens qui n'ont pas tellement d'avis, d'autres peut-être qui ont un avis plus arrêté, et on sent cette évolution, mais qui est montrée par le documentaire, je pense que c'est aussi un parti pris du documentaire, vers la nécessité, en tout cas c'est comme ça que cela ressort, la nécessité d'une initiative parlementaire justement autour de la question du voile. Gwenaëlle Calves, on sent qu'il y avait une forme d'urgence à réfléchir au sujet, qu'il manquait une règle claire. Est-ce que c'est ça aussi que vous retenez de ce documentaire ? Une règle claire sur le voile? Oui, sur les signes religieux à l'école. Alors ça, c'est un peu ce qui m'a frappé dans le documentaire, c'est la polarisation sur cette affaire des signes religieux. D'accord. Alors que je rappelle qu'en fait, il y avait une mission à l'Assemblée nationale, la mission Debré, qui avait pour charge de réfléchir à la question du port de signes religieux dans les écoles et lycées et collèges. Comme vous l'avez dit vous-même dans votre propos de lancement, la mission qui était assignée par le président de la République à la commission Stasi était beaucoup plus large. On était à la veille du centenaire de la loi. Il s'agissait, si vous lisez la lettre de mission, c'est très clair, il s'agissait de réfléchir à l'application de la laïcité de manière beaucoup plus globale, y compris dans le monde de l'entreprise. Ouais, de la santé. De tous les services publics. Or, on voit bien dans le reportage la pression exercée par les médias sur la question du voile, dont d'ailleurs le président Stasi s'est un peu ému dans le rapport final en disant qu'il y avait trop de pression sur cette histoire de voile, et
Je trouve que une des scènes à la fin du reportage, où le 5 décembre, vous savez, on a enfin auditionné des jeunes filles voilées. La presse, il y avait des caméramans partout. Et la jeune fille voilée s'exprime. Quand elle a fini de parler, tous les caméramans partent avec elle. Et celle qui restait là, sans voile, a dit si j'avais su, j'aurais mis une burqa, si c'est ça qu'il fallait pour être entendue. Parce qu'ils sont tous partis, sauf Public Sénat, qui restait. Mais sinon, ils sont tous partis. Donc, ça montre bien quand même. Et les chefs d'établissement le sentaient aussi beaucoup dans toute la période qui a précédé. Dès qu'il y avait un incident dans un établissement, l'établissement était cerné par les journalistes. Mais de façon disproportionnée, c'est ce que vous voulez dire? Clairement. Parce que les journalistes étaient quand même instrumentalisés par les militants. Ça faisait la une de la presse régionale, puis le cas échéant national. Et donc, cette affaire du port de signes religieux à l'école, qui n'est qu'une partie de la discussion plus générale sur la laïcité, a acquis des dimensions totalement disproportionnées. On sent bien que cette commission a travaillé sur autre chose que le voile à l'école, mais à l'époque, le flou, et qui met dans l'embarras les chefs d'établissement, c'est autour des signes religieux à l'école. Enfin, il me semble, Razika Adnani. Oui, je pense qu'au début du documentaire, c'était dit comme ça que la commission Stasi avait comme objectif de prendre position au sujet du voile à l'école. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Mais c'est vrai que la commission a aussi parlé d'autres sujets, à l'hôpital, à l'université et dans d'autres domaines. Mais je pense que oui, la lumière est faite le plus sur le voile à l'école. D'ailleurs, René Raymond dit bien, à un moment donné, je crois que les problèmes sont cachés par le voile. Il fait une sorte de jeu de mots par rapport à cela, et ça montre véritablement qu'il y a... C'est l'émergence de quelque chose, c'est la mise en lumière de quelque chose qui ressurgit en tout cas au niveau de la société. Mais à vous entendre, on a presque l'impression que cette commission n'était pas nécessaire. Yanis Roder, est-ce qu'elle était nécessaire? Je veux dire, je pense à ce qu'on pourrait appeler le péché originel de Lionel Jospin, qui laisse un flou et qui laisse les chefs d'établissement décider. On arrive à un moment en 2003 où on ne peut plus laisser les chefs d'établissement décider seuls, non? Oui? Moi, je pense qu'elle était nécessaire, puisque de toute façon, le président de la République l'avait décidé, c'est la première chose. Mais surtout, moi, je me souviens que j'avais été auditionné et je n'ai pas du tout parlé du voile, puisque ce n'était pas mon sujet. Moi, dans mon établissement, en Seine-Saint-Denis, je n'avais pas ce type de questions. En revanche, j'avais des questions liées aux contestations d'enseignement. Contestations d'enseignement qui se basaient sur des revendications ou des considérations religieuses. Et ça, c'était... Quel type d'enseignement, la Shoah? Par exemple, à l'époque, la question de la naissance du monde, etc. Des choses que les philosophes des Lumières, des choses qu'on connaît aujourd'hui et qui ont été médiatisées, donc aujourd'hui on connaît. Aujourd'hui, c'est quelque chose de connu. À l'époque, ça ne l'était pas. Et nous étions déjà confrontés à cela. Et moi, j'avais apporté un témoignage de prof de terrain à l'époque sur ces questions-là, et pas du tout sur la question du voile. Donc en réalité, je crois que, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, ce qu'on m'avait demandé, c'est de dire voilà, quel était l'état de la situation en termes de revendications religieuses radicales, puisque c'était de cela dont je témoignais, sur le terrain. Donc c'était bien plus large que la question du voile. Cornél Calvès, je vous voyais réagir quand j'ai parlé de péché originel de Lionel Jospin, 89, ministre de l'Éducation. Parce que je vous trouve un peu dur avec Lionel Jospin, au sens où il qui s'est excusé, qui a regretté, d'ailleurs. Non, mais il n'a pas laissé les chefs d'établissement livrés à eux-mêmes. Il a saisi le Conseil d'État pour avis. Le Conseil d'État a délivré un vade-mecum. Alors, j'entends bien que pour appliquer les vade-mecum délivrés par le Conseil d'État, quand on n'est pas docteur en droit, c'est peut-être pas simple. En outre, il y a eu plusieurs circulaires, la circulaire Jospin elle-même en 89, 2 circulaires Bayrou en 93 et 94, qui tiraient un peu à huée à dia, de sorte que l'état du droit était complexe. Je dirais pas flou, je dirais complexe. Et quand on a un établissement à diriger, on n'écrit pas une thèse sur le droit des usagers à la liberté d'expression. On doit trouver des solutions hic-et-nunc. On voit Alain Touraine, à un moment donné dans l'émission, alors il est dans son rôle comme sociologue, de dire mais finalement de quoi parlons-nous? Oui, quels chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on connaît la réalité du problème? Il est intéressant ce passage. Et ben, on ne connaissait pas les estimations, disent peut-être 15 établissements où le port du voile était autorisé. C'est quand même pas beaucoup à l'échelle de la France. Alors, le voile à l'école était le sujet qui occupait les esprits à l'époque. En cette rentrée 2023, ça ne vous a pas échappé, ce fut l'abaya. Nous avons assisté à un épisode politique et médiatique assez houleux. Tout cela était-il bien utile? La commission Stasi n'avait-elle pas déjà tout anticipé? On va en parler ensemble juste après cette déclaration presque visionnaire de Ghislaine Hudson, qui est membre de la commission et qui, à l'époque, est proviseur d'un lycée de Damary-les-Lys en Seine-et-Marne. Écoutez. Lorsque nous aurons interdit le voile, les foulards, etc., je pense qu'il y aura un certain nombre de jeunes qui
qui ont cette allure, qui ont cette attitude par revendication identitaire, qui trouveront des stratégies qu'on n'a même pas encore imaginées, d'autres moyens d'expression, et que sur le terrain, nous les chefs d'établissement, on restera toujours très perplexes pour savoir ce qui relève de l'identité et ce qui ne le relève pas. Razika Adnani, c'est incroyable ce qu'elle dit là. Elle annonce presque ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que 20 ans plus tard, les jeunes qui ont envie potentiellement de revendiquer une identité religieuse ont trouvé autre chose et ont contourné la loi avec l'abaya. Oui, en effet, mais je pense que ce n'est pas juste une question de désir de contourner la loi. D'accord. Il faut savoir que dans le monde musulman, en 2003, il y avait déjà une idée qu'on appelle la jurisprudence des minorités qui a commencé à se mettre en place. Après, surtout, le livre de Al-Qaradawi, Youssef El-Qaradawi, le grand prédicateur égyptien, et qui a écrit en 2001 un livre qu'il a intitulé « La jurisprudence des minorités ». Que signifie cette expression? Elle signifie que les musulmans qui vivent en situation de minorité en Occident doivent se soumettre aux règles de l'islam, pratiquer la charia comme tous les musulmans, mais en cas de difficulté, comme c'est le cas de l'école en France pour le voile, on met plutôt à leur disposition ce qu'on appelle la jurisprudence des minorités, c'est-à-dire certains ajustements pour qu'ils puissent continuer de vivre dans des pays qui ne sont pas musulmans. Et le voile faisait partie de cette Vous voulez dire que ce n'était pas une démarche légère de jeunes un peu en rébellion, que c'était beaucoup plus profond que ça, de la politique, et que l'abaya, c'est aussi ça aussi. C'est beaucoup plus profond que ça, étant donné que l'idée a été reprise par les responsables religieux en France. Et aujourd'hui, beaucoup de responsables religieux parlent aussi, ils ont changé un peu l'expression et préfèrent aujourd'hui parler de l'adaptation du discours religieux au contexte français. Donc il y a tout un discours qui leur a dit, vous êtes toujours voilés, vous enlevez votre voile devant la porte de l'établissement, mais vous restez toujours des filles voilées, musulmanes, avec votre robe, votre attitude au sein de l'établissement. Et vous n'êtes pas, ou votre foi n'est pas altérée, votre appartenance à l'islam n'est pas du tout gênée, parce que vous êtes en situation de nécessité. Donc ce n'est pas juste une envie de contourner la loi. Gonel Calves. Je pense que c'est le problème. On n'a peut-être pas forcément raison de raisonner en termes de détournement ou de contournement, parce que la loi ne porte pas sur des tenues. Le législateur ne se préoccupe pas de questions de garde-robe. La loi porte sur la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse. Cette manifestation ostensible, le moyen par laquelle vous allez la réaliser n'importe pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Le bandana est arrivé très tôt dans la discussion. Le bonnet de laine est arrivé très tôt dans la discussion. Les gants, etc. Tous objets qui ne sont pas en soi des objets religieux, mais qui le deviennent dans certains contextes en raison du comportement de l'élève. Parce que ce qui est visé par la loi, c'est la volonté d'afficher, la volonté de manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Après, que ce soit, quelle que soit la manière, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui est important. Donc, il ne s'agit pas... Oui, mais attendez, je comprends pas, une paire de gants ou un bonnet ne donne aucune manifestation religieuse. Je ne vois pas le lien. Si. Beaucoup d'élèves ont été exclus pour port de bandana, de bandeau, de gants, de robe, oui, tout au long des années 2000. Parce que manifestation de quel ordre? Parce qu'elle l'utilise dans un contexte où elle le porte, elle l'arbore pour manifester une soumission à Dieu, pour manifester qu'elles sont de bonnes musulmanes. D'accord. Donc pour afficher une Donc appartenance ce que dit religieuse. Ghislaine Hudson il y a 20 ans, c'est précisément ce qui se passe depuis des années. C'est-à-dire que les jeunes qui ont envie de revendiquer quelque chose, et en l'occurrence une appartenance religieuse, le font par tous les moyens. Et... Bien sûr, d'ailleurs c'est dans la circulaire d'application de la loi, c'est dans la circulaire Fillon. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit Ghislaine Hudson, on le retrouve dans la circulaire d'application du 18 mai 2004, puisque celle-ci dit que tout signe ou vêtement qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse est proscrit. Et elle ajoute, cette loi est pensée pour tous les signes qui viendraient. Voilà. Donc, même ceux qui nous échapperaient un peu, parce qu'il faut le deviner, le gant, la paire de gants. Donc en réalité, ce que l'on trouve dans la situation, puisque vous parlez de la situation des abayas aujourd'hui, ce que l'on voit dans la situation des abayas, c'est un peu la même chose que ce qui se passait avant la loi de 2004, c'est-à-dire que les chefs d'établissement se sont retrouvés
de leur point de vue, ce n'est pas moi qui parle, c'est le chef d'établissement, de leur point de vue, se sont retrouvés face à quelque chose qu'ils pensaient être nouveau, c'est-à-dire l'abaya. Il faut savoir que les premières abayas, on a mention des premières abayas en 2010-2011, dans un lycée de Saint-Ouen. À Blanqui. À Blanqui, Auguste Blanqui, exactement. Donc, il y a quelque chose là, si vous voulez, qui rejoint ce qui se passe en 2003, c'est-à-dire cette insécurité dont a parlé Gwenaëlle Calvez, des chefs d'établissement. Et il a fallu donc que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, écrive noir sur blanc abaya. Mais en réalité, abaya, si on suit la loi, l'abaya était déjà, si vous voulez, à proscrire. Voilà, à proscrire. Et proscrite. Mais il fallait rassurer. La chef d'établissement, elle est visionnaire. C'est vrai que moi, j'ai rencontré des chefs d'établissement hier en préparation de cette soirée et qui m'ont dit qu'ils étaient dans une situation tellement difficile parce qu'ils en sont à se demander comment décrypter à un moment donné des situations de prosélytisme qui font qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui véritablement montrent que ces jeunes qui viennent qui viennent défier en réalité notre République, parce qu'ils défient notre République, comment faire pour être capable de les déterminer. Alors, ils me disent à un moment donné, on ne va pas mesurer la longueur de la jupe, on ne va pas mesurer tout un ensemble de choses. On s'interroge peut-être sur la tenue scolaire ou ce qu'on appelle l'uniforme, sur l'utilité de cela, peut-être ou pas, c'est peut-être un autre débat, mais les choses sont liées. Donc, à un moment donné, je crois que les conduites de contournement vont exister, seront de plus en plus là, parce que ce sont des coups de boutoir, petit à petit, contre la République et les valeurs de la République. Parce que les mots de Ghislaine Huchon sont incroyables, des jeunes qui trouveront des stratégies qu'on n'a même pas encore imaginées. Est-ce à dire que, quelle que soit la loi que l'on écrirait, ça ne changerait pas grand-chose? Ou est-ce à dire qu'il faut peut-être réorganiser une commission? Enfin, comment faire alors? Non, moi, pour que l'embarras, que les chefs d'établissement ne soient plus dans l'embarras. Je pense que la loi est très bien faite, il suffit juste de la lire, de bien la comprendre. Et de l'appliquer. Et de l'appliquer, bien sûr. Mais la loi est très bien faite et sa circulaire d'application est limpide, en réalité. Il faut que les chefs d'établissement se sentent soutenus dans les prises de décision qui sont les leurs. C'est, je crois, ce qu'a voulu faire le ministre aujourd'hui. Et je crois qu'il a bien fait, parce qu'à un moment donné, il y a eu un flou pendant quelques années, il y a eu un déni de la part des politiques, en tout cas d'une certaine partie de la classe politique. La loi est là, elle existe, et le ministre a véritablement bien fait, parce que je crois que c'est à un moment donné mettre les points sur les i, et de la même manière que Jean-Michel Blanquer l'avait fait. Je précise qu'il y a eu 2 référés qui ont été déposés au Conseil d'État, et le Conseil d'État vient de rejeter le 2e référé, confirmant donc cette interdiction du port de l'abaya à l'école. Est-ce que pour autant l'affaire est close, selon vous, Razika Adnani? Je pense que la loi de 2004 aborde la question du voile comme seulement un signe religieux, alors que le voile islamique n'est pas seulement un signe religieux. C'est une pratique de discrimination à l'égard des femmes, et c'est une pratique aussi qui déshumanise l'homme et qui donne une légitimité à la violence à l'égard de certaines femmes. Je pense que sur ce point-là, il se pose à la laïcité qui a comme objectif de réaliser l'égalité, mais surtout les fondements de la République française, où l'égalité est importante. Mais l'aborder uniquement comme un signe religieux et lui donner ou le considérer ou le présenter comme un signe qui a la même nature que la kippa ou la croix, je pense, ne reflète pas la réalité du voile, d'une part, et d'autre part, donne une forme d'argument à ceux qui veulent le défendre au nom de cette même liberté. Quelle est votre intime conviction? Qu'il faudrait réécrire un texte nouveau, affiner ce texte? Je pense que le problème du voile doit être abordé à part et réglé à part. À part dans un texte à part, une loi à part. Je pense comme un problème qui est lié je dirais, à la discrimination, à l'égalité, et qu'on ne met pas avec la kippa, la croix ou d'autres signes religieux. Il n'est pas qu'un signe religieux, d'ailleurs, il a existé 2400 ans avant notre ère. Et la religion lui a donné une légitimité après. J'entends. Oui. Ça me semble totalement impossible au plan constitutionnel et au regard de ce qu'est la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité ignore les distinctions entre religions. La loi de 1905, par exemple, a été rédigée pour toutes les religions présentes à l'époque et à venir. De même, la loi de 2004 ne vise aucune religion en particulier. La laïcité, on connaît le fait religieux, notamment comme sous l'angle de la police des cultes.
mais ne se mêle pas de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, si le voile est oppressif. D'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme interdit totalement à l'État de se prononcer sur le bien fondé des croyances, des pratiques, etc. Ça regarde les religions. Qu'elles fassent le ménage chez elles. Vous connaissez évidemment l'islam que moi je ne connais pas, mais il semble qu'au sein de l'islam, il y a des mouvements réformateurs, des mouvements féministes, de tous ordres d'ailleurs, mais qui essaient de faire bouger les choses. Mais ça, c'est interne aux religions, ça ne regarde pas l'État. Yanis Roda. Ce dont parle, je crois, Madame Adnani, et fort justement, c'est de l'idée que derrière le voile, en réalité, et derrière l'abaya, il y a un projet politique. Il y a un projet politique qui est un projet de société, en réalité. Ce n'est pas seulement, comme certains le disent, un bout de tissu ou une simple robe. Bien sûr que non. C'est tout ce qu'a dit Madame Adnani, c'est-à-dire ce système discriminatoire à l'encontre des femmes et qui renvoie effectivement de l'homme une vision extrêmement négative. L'homme serait un sauvage prêt à se jeter sur la première femme qui passe et qui ne porterait pas le voile ou une abaya. C'est ça que cela dit. Donc il y a un projet politique. Mais ce qui est intéressant aussi, je crois, dans ce que dit Mme Adnani, c'est que ce que l'on voit dans la société française aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez cette poussée des abayas, depuis la rentrée, pour qu'on ait un peu une idée, on est à 1200, 1300 abayas, jeunes filles qui se sont présentées en abaya devant les portes des lycées. Alors, j'ai pas les mêmes chiffres, moi. J'ai ceux annoncés par Gabriel Attal le lundi 4 septembre, le jour de la rentrée. 298 élèves se sont présentés en abaya, 67 ont refusé de le retirer. Tout à fait. Ouais. Depuis, il se trouve qu'il s'est passé du temps. Et donc, que vous avez d'autres chiffres? Oui, bien sûr. Ouais. On est autour de 1200 depuis début... De jeunes filles qui se présentent aujourd'hui. Voilà, qui se sont présentées depuis le 4 septembre, vêtues de tenues qu'on appelle aujourd'hui non conformes. Mais c'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire que finalement, le fait d'avoir interdit l'abaya a provoqué l'effet inverse? Pas du tout. Non. Parce que les premiers jours, vous avez plusieurs centaines, et puis vous avez une décrue très importante. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est à... Ça se tient sur les doigts d'une main. Voilà. Donc, ça fonctionne. Voilà, ce qu'a fait Gabriel Attal, ça fonctionne. Mais ce que je voulais dire, pour continuer sur ce que je disais à propos de ce que disait Mme Adnani, c'est qu'en réalité, dans la jeunesse française qui se dit ou qui se pense et qui se vit musulmane, il y a un déplacement des normes en réalité. Et des normes qui sont des normes défendues par une vision radicale, c'est-à-dire islamiste pour dire les choses, sont comprises aujourd'hui par une partie de la jeunesse française musulmane comme étant des normes musulmanes et non plus comme des normes islamistes. C'est-à-dire que moi j'ai des élèves qui me disent « je suis musulmane, donc je dois porter le voile. Je suis musulmane, donc je dois porter l'abaya. » Non, ce n'est pas, je crois, l'islam, c'est une vision rigoriste de l'islam. Or, c'est intégré de plus en plus comme étant les normes de l'islam. Jacques Grosperrin. Oui, moi je partage complètement et on se rend bien compte que les valeurs de l'islam, pour certains ou certaines, priment sur les valeurs de la République parce qu'ils ont cette méconnaissance véritablement de l'islam. Et il manque quelque chose par rapport à cela. Est-ce que le fait d'avoir fait cette mise au point rude dès le début de l'année ne pourrait pas être à long terme contre-productif et produire de la colère chez les musulmans de France qui se sentiraient stigmatisés par cette interdiction de l'abaya? Moi, je pense que la manière la plus efficace pour lutter contre le voile, qui n'est pas, comme vous dites, juste un vêtement religieux ou autre, mais un projet politique, je pense que la meilleure manière de lutter contre cela, c'est que les jeunes garçons et filles connaissent l'histoire du voile, connaissent son sens, savent pourquoi il est une pratique de discrimination. Donc vous leur demandez d'aller étudier les textes et d'aller se renseigner. Une campagne nationale, je vais même plus loin, pour expliquer aux élèves ce que signifie le voile. Mais menée par qui? Les autorités religieuses? Les autorités religieuses, leur travail, c'est de travailler au sein de la religion. Je ne parle pas de la religion là, je parle de l'histoire, de la sociologie, de la psychologie et de la morale et de la construction d'une société où on peut vivre tous ensemble sans qu'il y ait... Donc une campagne d'information publique. Je pense il faut qu'il y ait... L'origine du voile et c'est peut-être un peu loin à imaginer, mais je pense qu'elle est nécessaire pour que les jeunes garçons et filles comprennent, pour qu'ils comprennent pourquoi cette pratique, on est contre cette pratique. Si on l'interdit, ce n'est pas une question de racisme ou une question de rejet d'une religion, pour qu'ils soient eux-mêmes convaincus, comme
certains musulmans, d'ailleurs beaucoup de musulmans, ont été convaincus au début du XXe siècle Mais l'histoire du fait d'abandonner. religieux existe à l'école. Pardon ? L'histoire du fait religieux existe à l'école, il est enseigné, sauf qu'à un moment donné, les jeunes n'acceptent pas, en tout cas, l'interprétation que certains peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas, Mais ils ne porteurs, reconnaissent pas la justement, de cette religion. légitimité de l'école publique, Voilà. peut-être, ou Et du prof du qui leur professeur enseigne. qui l'enseigne. Je pense que les autorités religieuses ont aussi un devoir à faire, mais dans leur domaine, dans le domaine de la religion, évidemment. Je sais que l'État sépare la religion de la politique, donc les Et religieux... non, au nom du principe de laïcité, a priori, Dans- c'est dans leur- complètement infaisable. Je parle d'un travail historique, d'un travail sociologique. Je ne parle pas d'un travail religieux. Je pense que si on n'arrive pas à l'aborder comme cela, je pense qu'on aura toujours du mal à faire Bien face. sûr, mais l'enseignement du fait religieux, vous savez, c'est comme tout enseignement délivré à l'école. Il est tenu à une obligation J'ai d'objectivité pas parlé de dans la fait transmission religieux, hein, du de savoir, fait mais c'est social. monsieur le sénateur qui vous disait qu'il y avait déjà dans l'enseignement public des enseignements portant sur le fait religieux, et comme tous les enseignements à l'école publique, il y a une obligation d'objectivité. Aucun professeur, jamais, ce serait une faute de sa part, ne pourrait se permettre de dire que le voile, c'est un instrument d'oppression de la femme. Il n'a pas le droit de le faire. Il y a une Simplement. objectivité. Non, mais il peut dire que certains pensent Ah, d'accord, mais que bon. ah oui, mais il peut dire que certains pensent, et on a tout à fait le droit en tant que professeur de dire quelles sont les opinions sur la question. On peut dire certains pensent que c'est un objet de discrimination En équilibrant. de la femme. Alors ça impliquerait en de- équilibrant. Oui. Et d'autres, après l'affaire voilà. Paty, osera-t-il le dire? Je pense que beaucoup d'enseignants sont tout à fait conscients de ce que veut dire politiquement le voile et l'abaya, et que certains, je pense, je le souhaite, nombreux, présentent les choses sous cet angle-là. En disant, voilà, quel problème pose le voile, par exemple, ou l'abaya dans la société française. Certains pensent que... Voilà, et on a tout à fait le droit de l'exposer comme cela, bien sûr en équilibrant, en disant, voilà, certains vous disent que c'est un outil d'émancipation, bon, c'est tout à fait discutable, d'autres disent que c'est un outil de discrimination, on va expliquer pourquoi. Voilà, on a tout à fait la possibilité de le faire en le faisant comme ça. De façon la plus objective possible. En étant neutre, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'on est fonctionnaire de la République et qu'un fonctionnaire de la République se doit d'être neutre. Et il a la loi qui peut expliquer également. Exactement. Alors justement, ce qui est intéressant dans les auditions reprises dans le film, c'est la non-unanimité des responsables politiques de l'époque sur la pertinence ou non d'une nouvelle loi sur la laïcité. On est frappé par l'opinion de certains, je pense à celle de Nicolas Sarkozy par exemple. Une nouvelle loi est une position dangereuse, avait-il déclaré à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ce faux débat avec d'un côté les défenseurs de l'idéal républicain qui veulent une nouvelle loi et de l'autre les abominables s'inclinant devant l'extrémisme? Ce n'est pas la vérité, dit-il. Je suis opposé à toute forme de signe religieux et en même temps très réservé sur une nouvelle loi sur la laïcité. Écoutez ces autres réactions reprises dans le film. Je proposerai volontiers à votre commission l'idée d'une charte de la laïcité définissant cet équilibre entre droits et devoirs citoyens. Je suis personnellement favorable à une législation interdisant le port ostentatoire de tout signe religieux. Je suis pour la circulaire plutôt que pour la loi. La loi s'impose. Lorsque la laïcité est bafouée, la République défigurée, c'est manifestement le cas aujourd'hui. Je suis réservé sur le principe d'une nouvelle loi sur la laïcité. Mais ça ne m'empêche pas d'être opposé au port d'un signe religieux à l'école. Et je trouve ça intéressant d'entendre à quel point finalement personne n'était vraiment d'accord et ça explique aussi peut-être le flou et l'embarras de nous tous et notamment des professeurs et des chefs d'établissement. Si on reprend l'exemple de l'école, mais... Oui, on le voit bien. Moi, j'étais surpris de voir que j'étais député, pas à ce moment-là, mais après en 2007, j'étais surpris de voir que Nicolas Sarkozy soit pas véritablement déterminé par rapport à cela et que François Hollande, qui paraît peut-être plus souple, merci pour le mot, pour l'adjectif, plus souple, puisse l'accepter. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu un consensus, c'est-à-dire peut-être que la mission a montré, au fur et à mesure du temps aussi, que, vous l'avez dit tout à l'heure fort justement, qu'à un moment donné, les gens n'étaient pas véritablement déterminés sur s'il fallait faire une loi, une circulaire, un décret, une application, etc., etc. Et puis petit à petit, les choses se sont forgées, se sont empreintes en tout cas dans un certain type de moule. Et puis peut-être aussi, à travers les différents types d'auditions qu'il y a pu avoir, ils se sont rendus compte qu'il y avait une nécessité de la loi. La loi fait foi, je crois qu'à un moment donné. Et c'est tellement plus simple lorsqu'un chef d'établissement est capable d'expliquer aux parents
aux enfants lorsqu'ils les rencontrent parce qu'ils veulent garder leur abaya. À un moment donné, il y a des sujets, il y a des moments de discussion, de dire voilà, c'est la loi, c'est quelque chose qui est incontournable et ça facilite le travail de beaucoup. Une loi à laquelle tout le monde peut s'adosser. Vous parliez du malaise des chefs d'établissement, c'est évident. Le malaise des enseignants, j'en suis moins sûr. Et je crois que, comme la loi de 2004 a été massivement soutenue par les enseignants, et elle est encore plus aujourd'hui, cette loi de 2004, les propos très clairs du ministre de l'Éducation nationale sur l'abaya sont, à mon sens, largement soutenus par les enseignants. Vous avez une minorité d'enseignants qui sont très militants et notamment ceux qui ont porté la question au Conseil d'État par l'intermédiaire d'un syndicat très engagé, on va dire, à l'extrême gauche. Mais au-delà de cela, au-delà de cette minorité-là, je crois que, pour parler, moi, pas mal avec le monde enseignant, même si je n'ai pas une vision exhaustive, beaucoup d'enseignants sont soulagés de pouvoir dire non, ça, ce n'est pas possible en classe. Mais pas tous les politiques. Vous savez, au Sénat, moi, je discute beaucoup avec mes amis de tous bords politiques, c'est la fabrique du Sénat, c'est la marque de fabrique du Sénat, et des politiques de gauche qui sont, dans un certain moment, dans une bienveillance, dans une laïcité bienveillante, ne sont pas d'accord avec nous par rapport à cela. Et certains, de politiques de gauche, sont d'accord aussi. Et on se rend compte que les choses sont assez manichéen. À droite, ils sont pour la loi, etc., pour l'interdiction de l'abaya. Et à gauche, on sent qu'il y a une réflexion qui est en train de mûrir, tout l'ensemble des choses. Un déni, et ils me l'ont dit l'autre jour, on est un petit peu dans le déni. Et ceux-là, d'ailleurs, comprennent fort bien qu'il faille maintenant respecter cette loi et cet engagement. Peut-être rappeler quand même que la loi a été votée à une écrasante majorité. Oui. Donc j'entends bien ce que vous avez reprojeté, là, les hésitations des uns et des autres, mais enfin, le résultat final est sans appel, quoi. Cette loi a été... Et puis le débat était sur la forme du texte, finalement, une loi, une charte ou un décret. C'est vrai, mais la forme, on a besoin d'une loi parce que c'est une loi qui a reconnu aux collégiens et lycéens le droit à la liberté d'expression en 1989, et seule une loi peut venir limiter une liberté garantie par la loi elle-même. Je voudrais quand même, pour conclure ce débat avec vous, vous rappeler cette phrase de l'historien René Raymond, qui faisait partie de cette commission et qui ne s'était pas reconnu dans cette loi votée en 2004 à l'issue des travaux de la commission. Et voilà ce qu'il déclarait dans l'Obs à l'époque. La réponse politique actuelle a un caractère absurde et dérisoire. Elle entretient nos compatriotes dans l'illusion qu'il suffirait de voter 2 articles de loi pour régler le problème de l'intégration. En réalité, dit-il, le voile est un leurre qui dissimule l'enjeu central, la capacité de la France à intégrer des populations nouvelles et l'acceptation de la loi commune pour ces nouveaux Français. On se crispe sur un problème ultra-minoritaire alors que le vrai défi est celui de l'intégration sociale et professionnelle. Qu'en pensez-vous, Razika Adnani ? Je pense qu'on ne peut pas les dissocier. Le voile prend de l'ampleur au sein de la société française, mais il reflète, en prenant de l'ampleur, qu'il y a un problème d'intégration. Mais moi, je pense que l'objectif des islamistes de voiler toutes les femmes musulmanes a commencé dans le monde musulman parce qu'ils ont fait du voile leur arme de guerre. Dès le début du XXe siècle. Ils ont réussi d'ailleurs dans le monde musulman. Aujourd'hui, il se poursuit en Occident. Et il sera utilisé, le voile, pour contrer l'intégration, justement. Yanis Roder, pour conclure. Ça marche dans les deux sens, je crois. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que dit Mme Adnani, c'est qu'il y a un projet politique qui avance avec les islamistes et qui veulent éviter justement l'intégration, et notamment, en passant par les femmes, l'intégration des Français musulmans ou des musulmans de France au modèle de vie occidentale. Ils veulent les retenir. Le voile fait partie de cette stratégie. Et en même temps, la République française se doit de travailler sur l'intégration et notamment sur ces ghettos, véritables ghettos, ces zones de relégation sociale. Donc ces lois sur les tenues ne suffisent pas. C'est ce que dit René Raymond. On ne peut pas se contenter de répression, si vous voulez, ou d'interdit. Il faut aussi donner une vision positive de ce qu'est la République française, avec cette capacité à s'élever socialement que la République doit pouvoir offrir à chacun de ses enfants. Et donc là, il faut absolument réfléchir à permettre d'offrir à ses enfants, quels qu'ils soient, un avenir meilleur en France, de manière à couper l'herbe sous le pied des islamistes. Gonel Calvez. Juste rappeler quand même qu'il n'y a pas que les étrangers ou enfants d'étrangers qui sont tentés par l'intégrisme religieux. Il y a d'autres, des Français de vieilles branches qui sont également saisis par cette tentation et qui, plus globalement, décrochent par rapport aux principes de la République. Je veux dire, les idéaux républicains, c'est peut-être que si on en parle autant, c'est parce que ça sonne de plus en plus creux pour beaucoup de gens.
pour conclure. Je crois qu'on se retrouve, l'intégration, elle existe. En tout cas, elle existe, elle a des difficultés, on s'en rend compte, mais il faut voir que c'est un combat politique avant toute chose. Et ce combat politique, la République française, en tout cas la République, doit lutter contre cela, pendant que certaines femmes se battent en Iran, justement, pour ne plus subir ce voile ou l'accepter, etc. On ne peut pas accepter, nous, en tout cas qu'en France, dans un pays de liberté, que ça puisse exister. Et ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission et documentaire à retrouver évidemment en replay sur notre site internet publicsena.fr. À très vite sur Public Sénat. Merci.